Alors donc, on a avec nous effectivement Leslie Hill. Elle est la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Moi, je pensais que j'avais affaire à une directrice régionale. Non, c'est national, hein? Et ma recherchiste ne demande pas la plus petite, mais la plus grande, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Madame Hill, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment ça va? Ça va très bien, et vous-même. Oui, ça va très bien, même quand ça va mal, Madame Hill, hein, parce que à la direction de la protection de la jeunesse à Laval, on estime que les droits des enfants ont été lésés. Expliquez-nous comment on est arrivé à cette conclusion, Madame Hill. Mais c'est sûr que c'est plus à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'expliquer leur rapport, mais ce que je comprends de cette situation-là, c'est que la CDPDJ a enclenché une enquête suite à une série d'événements qui se sont déroulés quand même en 2024, je crois. Donc, des fois, les conclusions de ces enquêtes-là sortent beaucoup plus tard que les événements, mais c'était concernant et les environnements physiques dans lesquels les enfants sont hébergés à Laval, mais aussi en lien avec l'utilisation de certaines mesures qui sont, on appelle ça des mesures de contrôle ou des mesures exceptionnelles quand les jeunes sont hébergés que les intervenants appliquent parfois. Donc, voilà ce que j'en conclus. Bah, alors, Madame Hill, il y a effectivement des erreurs, des mesures de contorsion des affaires et d'abus, etc., qu'on peut regretter. Mais par contre, il y a aussi des situations où une surveillante, je vais l'appeler comme ça parce que je n'ai pas le nom tout de suite, n'est-ce pas, a failli se faire tuer par un jeune qui était fou de rage, je ne sais trop pourquoi. Est-ce que ça regarde toujours au fait que ce jeune-là a été privé de droit et donc qu'il a voulu s'en prendre? Mais toujours est-il, il y a un problème parce que d'un côté, les jeunes subissent quelques excès et de l'autre côté, il faut se surveiller lorsqu'on surveille ces jeunes-là parce qu'on risque d'être pris à partie, au risque même de pouvoir perdre la vie. Là, vous faites allusion à ce qui s'est passé dans la région de Lanaudière. Ouais. Donc, c'est pas la même région où on a eu une agression sérieuse d'une jeune intervenante de 19 ans par un jeune qui a essayé de l'étrangler. C'est très, très grave, la violence du jeune sur cette jeune éducatrice. Et il y a eu d'autres événements. Donc, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est complexe le travail dans ces centres-là. Mhm. On a des jeunes qui ont des profils comportementaux assez difficiles. On a certains jeunes qui peuvent avoir des comportements très agressifs, très violents. Donc, c'est clair qu'il y a des enjeux parfois par rapport à la sécurité et c'est souvent ça qui doit être pris en considération pour utiliser une mesure de contrôle. Donc, vous avez raison de faire le parallèle entre ces deux choses-là parce que la loi dit clairement que des mesures de contrôle ne peuvent pas être utilisées à moins qu'il y a un enjeu de sécurité pour la personne ou pour les autres. Voilà. Donc, c'est sûr que si un jeune devient dangereux pour les autres, c'est possible qu'on applique une mesure de contrôle, par exemple, l'amener dans un local où il va être seul. On appelle ça de l'isolement. Mais il faut que ce soit le moins long possible. Dès qu'il a repris le contrôle, il faut qu'il sorte de là. Mais on est toujours dans cette gestion assez délicate du risque de dangerosité pour s'assurer d'avoir une sécurité pour les jeunes eux-mêmes
les autres jeunes dans l'environnement, puis bien sûr pour le personnel aussi. Donc, il y a une complexité là-dedans quand même. Ouais. Et le problème, j'imagine, c'est que lorsque l'éducateur est face à une situation, l'éducatrice est face à une situation, c'est elle qui doit décider qu'il y a une situation qui pourrait mettre potentiellement ou sa vie ou la vie du jeune en question en danger et qu'elle doit agir. Et maintenant, plus tard, on va lui dire qu'elle a pris une mesure excessive, qu'il a pris une mesure excessive, mais au moment où elle a agi, au moment où il agissait en fonction de sa compréhension des faits, non? Mais c'est certain que ce que vous êtes en train de me dire, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a un jugement clinique là-dedans. À un moment donné, là, il faut que la personne exerce son jugement, puis c'est pas très, très différent que ce que les policiers vivent dans le cadre de leur métier non plus. Mais en même temps, on veut pas de force excessive. Donc, un peu comme les policiers, oui, on peut mettre en place des mesures restrictives de droit, mais on doit faire absolument attention à ne pas tomber dans l'abus des droits. Donc, on est toujours dans cette ligne assez mince entre les deux quand les gens se sentent pas en sécurité. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à objectiver le risque, à évaluer le risque. Puis c'est pour ça que la Naudière est venue à Laval, par exemple, pour chercher leur outil d'analyse ou d'appréciation de risque, parce que moi, ce que je veux pas, c'est qu'on ait des automatismes. Il faut travailler avec ces jeunes-là, il faut essayer de déployer d'autres façons de les calmer, de les aider à reprendre le contrôle sur leurs émotions, sur les excès émotifs. Mais parfois, malheureusement, les intervenants sont obligés d'appliquer des mesures de contrôle. Puis c'est un peu ça qui s'est passé à Laval. Moi, je suis en intervention à Laval depuis les derniers 9 mois de façon plus étroite, je dirais. Puis Laval a beaucoup progressé depuis les 9 derniers mois. Je retourne là le 9 octobre, puis je vais apprécier tout le chemin qu'ils ont parcouru, là. Il Mhm. faut toujours aller sur place, mais les chiffres parlent, puis les chiffres ont vraiment baissé de façon importante au niveau du nombre de mesures qu'ils appliquent au niveau du centre de Laval. Donc, c'est possible de garder tout le monde en sécurité et de réduire notre recours à ces mesures-là. Et donc, on pense que, et il faut croire qu'on a la capacité effectivement de réduire les mesures, mais maintenant, est-ce qu'on a un niveau, est-ce qu'on a un signal qui va nous dire, parce que les jeunes sont aussi très intelligents, ils utilisent tous les moyens technologiques à leur portée, n'est-ce pas, pour convaincre ou pour amadouer ou tout ça, n'est-ce pas, alors que il n'en est rien. Maintenant, comment on peut s'assurer que ce jeune qui est en transition, on va le dire comme ça, là, parce que son milieu naturel n'est pas un milieu fermé, mais il est fermé, qu'au moment où il va sortir, il va être un actif pour la société davantage que celui qui vient de faire de la prison et qui devient davantage délinquant dans la société. Mais il faut faire la distinction entre les jeunes qui sont hébergés parce qu'ils ont besoin de protection, puis les jeunes qui sont hébergés parce qu'ils ont commis des crimes, puis ils sont suivis en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce qu'on appelle notre LSJPA. C'est pas du tout la même clientèle, mais les jeunes qui sont suivis pour la protection de la jeunesse, parce qu'ils ont vécu des choses, ces enfants-là, ils ont vécu souvent de l'abus, des abus sexuels, de la maltraitance, des abus physiques, des agressions. Il faut aussi comprendre que chaque fois qu'on utilise une mesure de contrôle, on peut réactiver des traumatismes qu'ils ont vécus, ces enfants. Donc, je veux vraiment distinguer les différents types de clientèle que nous avons dans les centres de réadaptation. Maintenant,
les autres, les jeunes qui sont dans un profil plus délinquant, on peut dire ça comme ça, ben, si on sait qu'un jeune est reconnu d'avoir des fréquentations avec des gangs de rue ou des trucs de même, ou que c'est un jeune qui a déjà manifesté des comportements agressifs, mais c'est sûr qu'on va avoir un niveau de sécurité beaucoup plus élevé avec des jeunes comme ça qu'un jeune qui est hébergé parce que ça a dysfonctionné dans sa famille d'accueil, puis il a besoin de protection. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas avoir d'automatisme, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas appliquer un one size fits all à tout le monde, il faut apprécier le niveau de risque. Madame la directrice nationale, est-ce que vous me permettez juste un petit instant parce que je n'ai pas tous les jours l'occasion de parler à une directrice nationale. Je vais, si vous me permettez, abuser un peu de votre temps. Je vais faire la pause commerciale et on revient pour regarder cet aspect parce que dans ma communauté, il y en a beaucoup et peut-être beaucoup trop de jeunes qui sont dans le système et dont les parents ne comprennent pas pourquoi ils sont en si grand nombre dans le système. Nous, non plus, on ne comprend pas pourquoi et on va essayer de se parler. Peut-être que ça va aider à plus d'un et particulièrement à moi aussi pour me permettre de comprendre. Vous me permettez encore une fois d'abuser de vous, de votre, Excellent, vous abusez pas, là. de votre temps. On fait la pause commerciale tout de suite, mesdames, messieurs. On revient de nouveau. Ça sera avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse. La pause, c'est tout de suite. Le AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout, mais je l'aime, moi, AM. à la manière du 14-10. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 14-10. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill. Avant d'aller à la pause, on disait justement que c'est une chance que nous avons d'avoir la directrice nationale et de lui parler, n'est-ce pas, et en disant que il y a certains préjugés qu'on doit faire tomber. Et on doit se comprendre de tous les côtés parce que bon, il y a beaucoup dans le système d'incompréhension lorsqu'on a un enfant qui est aux prises avec le système de la jeunesse, de protection de la jeunesse, n'est-ce pas? On se dit c'est dommage. Et puis, par contre, la protection de la jeunesse pense qu'elle fait un travail extraordinaire pour permettre à la famille d'avoir plus tard un actif en cette jeune pour la société, n'est-ce pas? On fait un travail, mais malheureusement, on ne se comprend pas des deux côtés parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes des communautés ethniques dans le système de la protection de la jeunesse. Comment on explique ça? Est-ce que la question vous a effleuré à un moment donné pour savoir, mais comment se fait-il qu'il y ait tellement des jeunes noirs, entre autres, dans le système de protection de la jeunesse? Mais bien sûr, on regarde ça depuis plusieurs années quand même. Ça a été documenté par la commission Laurent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la commission Laurent, mais Oui, c'est je vraiment connais une Madame commission. Laurent aussi. Oui, tout à fait, exactement. Donc, on a documenté cette question-là. On a des chercheurs aussi qui sont capables, malheureusement, de confirmer une surreprésentation d'enfants noirs dans le système de protection de la jeunesse. Il y a différentes, en fait, théories, hypothèses qui peuvent expliquer cette question-là, mais
une des choses qui sont claires, c'est ce que vous venez de dire d'entrée de jeu, c'est l'incompréhension parfois culturelle ou le clash de culture. On a certaines familles, c'est pas toutes les familles, mais certaines qui sont des nouveaux arrivants. C'est des gens qui arrivent dans une nouvelle culture d'accueil, qui arrivent avec leur histoire, leur bagage, leur culture, leurs mœurs, leurs méthodes éducatives, leur parentalité. Et ce qu'on a réalisé assez tôt dans l'aventure, c'est que les gens, ils savent juste pas que dans la société d'accueil, on peut pas frapper nos enfants, par exemple. Donc, c'est pas des parents qui abusent, c'est pas des parents qui veulent agresser, faire mal à leur enfant. C'est des méthodes éducatives qui sont pas appariées, on va dire, avec la société d'accueil. Donc, dans ces situations-là, on s'en vient meilleur. On travaille mieux maintenant avec les organismes communautaires pour essayer de comprendre ces affaires-là. Je pense au BCHM, par exemple, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, qui a un beau projet qui s'appelle Option Protection, où dès le début, dans ces situations-là, on commence à travailler ensemble. Le DPJ travaille avec le BCHM pour essayer de mettre en place d'autres types de services pour la famille, pour pas prendre la famille en protection de la jeunesse, parce qu'on veut pas prendre le monde si on n'est pas obligé. On veut qu'il y ait des services dans leur communauté. Là. C'est Absolument. ça qu'on veut. Donc, ce type de projet-là mérite d'être renforcé, d'être aussi répliqué. Et Donc, vulgarisé, hein? Et vulgarisé. Et vulgarisé, j'ai dit. Vulgarisé. Vulgarisé, OK, excusez-moi, je ne comprenais pas. Voilà. Excusez-moi. Ben oui, vulgariser, parce que ce qu'on a aussi vu, c'est que les parents, c'est pas eux autres qui vont chercher les services d'aide dans la communauté ni au CLSC. Donc, ils n'ont pas accès à l'aide qu'ils ont besoin souvent, les familles. Là, je parle vraiment des nouveaux arrivants parce qu'il faut distinguer les gens qui arrivent et les gens qui sont ici, qui forment une communauté depuis des décennies puis qui contribuent à la société québécoise depuis des décennies puis même plus de 100 ans. Mais dans le cas des nouveaux arrivants, il faut vraiment essayer comme société de mettre en place les services communautaires requis, les services dans les milieux de vie, dans les CLST, dans les écoles, dans les garderies, pour s'assurer qu'il y ait l'aide qu'ils ont besoin pour ne pas arriver à la DPG. Et puis, on doit aussi faire notre mea culpa, hein, parce que ces derniers temps, on dirait que il se véhicule encore un préjugé parce qu'une éducatrice, parce qu'une décideuse, un décideur a peut-être décidé d'adopter un enfant quelques enfants un peu hâtivement, n'est-ce pas? Comme quoi, un enfant de la DPJ, une journée, c'est à la DPJ à vie, n'est-ce pas? Et on décide de tout, hein? Et Non. comme quoi l'objectif, c'est de rester à la DPJ et non une situation exceptionnelle. Donc, d'un autre côté, il faut aussi essayer de faire comprendre que la règle générale, c'est que les enfants restent dans leur famille naturelle. Mais je suis d'accord avec vous, sauf que c'est erroné de penser qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés au Québec. Il n'y en a pas beaucoup d'enfants adoptés. Puis, c'est quand même une démarche assez rigoureuse. Donc, là, on n'est plus dans des situations où il y a des gens qui ne se comprennent pas. Quand on est rendu là, c'est parce qu'on est vraiment dans des situations beaucoup plus De mauvaise foi. détériorées. Là. Ouais. Vraiment, c'est pour ça que j'aime parler à cette directrice nationale. C'est notre première communication. On dit les choses vraiment telles quelles. Et quand on fait face à des gens qui décident de cette manière-là, de manière détournée, n'est-ce pas, qui contournent la loi littéralement, parce que
La règle générale, c'est que les enfants restent dans leur famille naturelle et une famille qui n'a pas les moyens, ben on essaye de lui donner le niveau hein, pour élever son enfant. Et exceptionnellement, il faut qu'on soit vraiment dépourvu de tout bon sens pour perdre un enfant et on va enlever l'enfant. Euh, Lorsqu'on fait face à des gens comme ça, qui décident de cette manière-là, est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment rapidement à la DPJ? Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit là. Ouais. Parce que il y a pas Les de... gens qui décident Non, d'enlever... mais je vais expliquer pourquoi je suis pas OK, d'accord. On a un beau allez-y. débat, là, puis il faut les avoir, ces débats-là. Je trouve ça important. Parce qu'il faut que la population comprenne aussi, ou au moins qu'on essaye de s'expliquer. Mhm. Donc, je vous dirais qu'il n'y en a pas de détournement de la loi. Il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur la protection de la jeunesse qui dit qu'on ne peut pas frapper, agresser sexuellement, négliger nos enfants. Il y a un certain nombre, ce qu'on appelle des motifs de compromission pour intervenir, mais nous, on ne peut pas intervenir si la sécurité et le développement de l'enfant ne sont pas compromis en quelque Absolument. part. Cela dit, il y a juste 29% des dossiers qui nous sont signalés qu'on prend en charge. Seulement 29%. De ce 29%, la moitié sont suivis chez eux. Ils sortent jamais de leur milieu. Donc là, on est rendu à 15%. De ceux-là, il y a seulement 5% qui sont vraiment placés au long cours. Donc, la plupart des enfants qui sont sortis de leur famille retournent chez eux. Oui. Donc, je suis d'accord avec vous que la première place d'un enfant, c'est dans sa famille. Moi, je suis d'accord, puis la loi le dit aussi. Mhm. Ou dans sa famille élargie. Ça, c'est l'autre truc que le monde ne savent pas. Mhm. Il dit que la moitié des enfants sont suivis chez eux, mais il y a une autre partie des enfants. On est arrivé à 65% des enfants qui sont soit chez leurs parents ou chez des gens, grand-maman ou un oncle, une tante, ou dans leur famille élargie. Donc, il y a peu d'enfants qui sont sortis de leur famille au long cours au Québec. Il faut vraiment comprendre ça. Puis les adoptions, encore moins. Il y en a 220 à peu près adoptions par année dans tout le Québec. Donc, c'est pas des gros nombres sur 100, c'est 141 000 signalements l'année passée. Là. Et j'allais sortir une grande phrase pour dire 200, c'est 200 de trop. Non, je Non, retire la phrase parce que quelquefois, c'est vraiment pour le bien-être de cet enfant parce que la famille est vraiment dysfonctionnelle et ne peut pas. Ça prend une famille de substitution, n'est-ce pas? Et on est très content pour ces enfants-là. Mais comment se fait-il qu'en bout de course, parce qu'on n'a probablement pas de statistiques, on va voir ces enfants-là arriver à 18 ans, qui sont majeurs, n'est-ce pas? Et c'est des enfants qui vont, des hommes, des femmes, qui vont avoir de la difficulté à trouver leur pas dans la société, à trouver leur place dans la société. mais ça aussi, c'est erroné. Les enfants adoptés, on voit pas Je ne parle pas autant. d'adopter, je parle de ces enfants qui sont des OK, enfants OK. qui font le cycle à la DPJ Mais le cycle, il n'y en a pas de cycle à la DPJ. et qui Il y a, terminent la course à 18 ans et qui sont encore sous la protection mais, de la jeunesse et qui oui. sont, oui, voilà. Vous parlez des enfants qui sortent, admettons, d'un centre de réadaptation, pas les enfants qui ont été adoptés. Parce que les enfants adoptés vont beaucoup mieux. Les enfants qui vivent de la stabilité dans un milieu de vie aimant, que ce soit chez maman et papa dans le meilleur des mondes ou une famille adoptive ou une famille d'accueil qui ne change pas, ils s'en sortent beaucoup mieux. On est Les d'accord enfants, là-dessus. les Surtout enfants s'ils qui sont sont... adoptés par de très bons parents. On l'a dit, c'est peut-être une solution aussi parce que les parents naturels n'ont pas ce qu'il faut, ce qu'on Mais, appelle la capacité parentale, pas vrai? mais malheureusement, il y en a des situations comme ça.
Mais- Heureusement, c'est rare, mais où les enfants ont moins de réussite, puis ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les enfants qui changent souvent d'endroit, qui sont pas stables dans ce qu'on appelle dans notre jargon un projet de vie stable, où ils Mhm. sont bien avec des parents, leurs parents, ou bien grand-maman, ou bien des parents substituts. Puis c'est souvent les jeunes qui transitent, ils finissent par aller vers les centres de réadaptation parce que ces jeunes-là, ils ont été dans des milieux familiales, il y avait des comportements tellement difficiles que la famille finit par dire, moi, je suis plus capable. Puis là, on a des enfants qui arrivent vraiment en bout de piste dans les centres de réadaptation. C'est un petit nombre parce que la plupart des Ça jeunes représente passent. combien de pourcents dans le lot? Là, sur tous les enfants qu'on a en suivi, il y a à peu près 8 à 10 de ces enfants-là qui sont en centre de réadaptation. Les Mhm. autres sont chez eux ou chez la famille élargie ou dans une famille d'accueil. Sur ce nombre de jeunes-là, la grande partie d'entre eux, ils sont là pour 6 mois, 1 an, 18 mois, puis ils s'en vont. Mais j'ai un très petit nombre d'enfants qui, malheureusement, c'est comme s'il n'y avait pas de solution pour eux autres. Ouais. Ils n'ont plus personne qui les investisse vraiment ou leurs comportements sont tellement difficiles que personne ne se sent capable de les reprendre. Puis dans ces cas-là, on a des résultats qui sont pas bons, sincèrement. Donc, j'ai une très, très grosse préoccupation pour ce groupe-là. Moi, j'en veux pas d'enfants qui vivent dans un centre de réadaptation au Québec. Tu sais, Non, il hein. faut que ce soit court terme pour une raison, puis qu'ils s'en aillent chez eux. Donc, on a un défi pour un petit nombre, mais c'est un petit nombre qui ont souvent des traumatismes extrêmement importants. Tu sais, je connais un petit garçon qui vit ça. Lui, il a eu un coup de batte de baseball sur le crâne, là, sur le dessus de la tête, là. Ouais. Il vivait des abus physiques assez graves, très jeune. Puis ça a fait comme une commotion cérébrale, là. Il y a des atteintes cérébrales, cet Mhm. enfant-là, et des comportements tellement difficiles. Donc, chaque fois que quelqu'un essaye de l'aimer, d'en prendre soin, ben là, il n'est pas capable de vivre cette intimité-là. On appelle ça un trouble de l'attachement Ouais. vraiment sévère ou un attachement désorganisé. Mais cet enfant-là est incapable de subir d'être dans une famille parce qu'il va mettre tout le monde en échec. Parce qu'il n'est comme pas capable de vivre de l'amour comme ça ou de l'intimité trop forte. Mais lui, ça va être tellement difficile d'avoir un autre projet de vie, là. Puis Mm. je regarde ces enfants-là, puis ils sont les plus écorchés là, de la société, là. Et ça me fait, honnêtement, mon cœur saigne pour certains de ces petits-là parce que tu vois que au bout du compte, malgré tous les efforts des éducateurs et éducatrices, parce qu'il y en a du bon monde dans ce système-là qui essaye d'aider les enfants, là, c'est difficile des fois de trouver les bonnes solutions pour certains enfants. Madame la directrice, dernière question parce que j'ai assez abusé, je ne veux pas. C'est bon. Euh, Avec tout ce qu'on a dit, il y a quand même des restrictions. Quand on est famille d'accueil, exemple, je comprends le système, on vous dit ne vous attachez pas à l'enfant. Ne pas s'attacher à un enfant, ça suppose que c'est un numéro qui est chez nous, il n'est que de passage, n'est-ce pas? Et je ne dois pas m'attacher à lui, à elle. Et ça, c'est une mise en garde au départ. Et j'en profite, puisque c'est la dernière question, de voir aussi pour cette éducatrice, cet éducateur qui a fini par perdre comment, tout son amour pour le métier parce que le jeune qu'il veut défendre peut représenter un danger pour lui, pour elle, n'est-ce pas? Et cet éducateur a tendance, très jeune, à abandonner la profession. Cette éducatrice se pose la question, est-ce qu'elle va rentrer demain ou si elle rentre à reculons? Que faire dans tout ça, là,
pour changer les choses, pour harmoniser les choses au niveau du milieu de la DPJ? Ben, il y a deux affaires que j'ai envie de vous dire. La première chose, c'est il faut s'attacher aux enfants. Les enfants ont besoin d'amour. C'est ce que chaque être humain sur la terre a besoin. Ce que je veux pas, c'est qu'on s'attache tellement qu'on veut les garder pour nous parce que il faut les remettre à leurs parents, les enfants. Ça veut pas dire qu'on doit pas s'attacher puis les aimer pendant le temps qu'ils sont avec nous. Ça veut juste dire que on les garde comme un trésor précieux, mais on sait qu'on doit les reconfier, Absolument. tu sais, à la personne, à leurs parents, à leur Absolument. Les ayants droit. famille. Donc, je voulais juste clarifier ça. Oui. Mais pour la question des intervenants, je dirais que ça a été très dur à la DPJ ces dernières années. Ça a été dur à cause des réformes en santé et services sociaux. Ça a été dur parce que on a fusionné toutes les listes syndicales, puis là, le monde peut aller où ils veulent, puis c'est tellement un travail difficile, puis pas valorisé, que je les comprends à un moment donné de se dire pourquoi je resterais là à faire ça là, quand je me fais critiquer à tous les jours, mais j'ai du monde qui me crache dessus ou qui essaie de me frapper, ou tu sais, je suis dévalorisée. Donc, c'est sûr qu'il faut assurer des conditions de travail adéquates à nos intervenants, mais il faut surtout revenir au feu sacré de nos professions pour voir pourquoi on fait ce qu'on fait, puis retrouver la fierté de faire ce qu'on fait. Parce que c'est noble aider les enfants dans la société. Voilà. Madame Hill, dernière chose, quel titre? Parce que je vais travailler la fin de semaine là, pour mettre cette entrevue en valeur sur nos sites. Quel est le titre que vous aimeriez donner à cette entrevue qu'on vient d'avoir? Le titre. Mon Dieu, c'est une bonne question, je sais pas. Qu'est-ce C'est vraiment un rendez-vous inattendu, hein? rendez-vous Je pense pour inattendu? vous et pour moi. Ouais, un rendez-vous Mais inattendu Mais avec. c'est très important pour moi parce que je veux que les communautés culturelles, puis surtout la communauté noire, sachent que je sais qu'il y a des inégalités, je sais qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, puis je suis là en train de faire quelque chose. Je veux qu'ils sachent ça, je veux qu'ils entendent ça. Puis on travaille avec le BCHN, puis j'ai vu les gens du sommet Jeune Afro, puis le ministre a rencontré les leaders de la communauté, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je veux rassurer les gens là-dessus. Alors, il y a une radio qui est dédiée à cela, c'est CEPAM, ça s'appelle C'est à moi, CEPAM, n'est-ce pas? Et c'est à tous ceux qui l'écoutent, c'est PAM, c'est à moi. On est là, on est prêt à épauler, à aider, n'est-ce pas, pour le bien-être de cette communauté, de la société d'accueil. Merci beaucoup, Madame Hill, Merci à d'avoir vous. pris du temps, plus que du temps pour nous cet après-midi. J'espère qu'on se reparle une prochaine fois. Merci à vous, Merci. vraiment. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir.